C'est tout bon? Là, c'est bon. Voilà. Non. Alors, je suis l'avocat du docteur V, comme il est désigné dans la presse écrite et la presse télévisuelle. Et j'ai souhaité, il y a quelques jours, tenir une conférence de presse suite à divers articles qui ont paru notamment dans le Parisien. Alors, je ne savais pas que hier, un nouvel article allait paraître au sujet de cette affaire. Alors, on est passé du chirurgien boucher au chirurgien, on va dire, de l'horreur. Voilà. Hier, c'était l'homicide involontaire qui était invoqué. À quand? C'est la question que je me pose, qui se pose également, vous pouvez vous en douter. À quand la prochaine information qui va déboucher sur l'homicide volontaire? Ça, c'est à titre liminaire. C'est un lynchage médiatique qui est d'une violence inouïe. Depuis le 10 avril dernier, Hervé est lynché publiquement. Il n'a pas la possibilité de répondre aux journalistes. Je veux aujourd'hui, c'était mon but à l'origine, mais encore plus aujourd'hui en raison de l'article qui est apparu hier dans le Parisien. Je ne parle pas de celui du Dauphiné libéré, il était moins violent. Je veux aujourd'hui sonner la fin de la récréation et inviter tout le monde, presse, partie civile, avocats, à rentrer en salle de classe et à traiter le sujet de ce que l'on appelle la présomption d'innocence. Vous savez que la présomption d'innocence, tout le monde en bénéficie de cette présomption d'innocence. Elle fait partie de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, dans son article 3, dans son paragraphe 3, où toute personne, tant qu'elle n'est pas condamnée, je dis bien condamnée, si les mots ont leur sens, ce mot-là en a un tout particulièrement, elles sont présumées innocentes. Donc c'est un article qui a une valeur constitutionnelle et qui a même été repris qui vient même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc je veux quand même poser sur la table ce principe, rappeler à toute la classe que cette présomption d'innocence bénéficie pour l'instant au docteur V et que nous la ferons respecter coûte que coûte, chaque jour que Dieu fera, si tant est qu'il existe, pour que effectivement cette présomption soit préservée. Alors, je voudrais également insister sur cette présomption d'innocence du docteur V, qui est, on va dire, magistralement bafouée. Alors, je ne dis pas par la presse, j'y viendrai tout à l'heure, mais je dis notamment par ses prétendues victimes lorsqu'elles sont interrogées, qui voilà, anéantissent un homme, humainement bien sûr, professionnellement, familialement, un homme qui a une famille, un homme qui a des enfants naturellement, vous l'avez compris, et ça sans aucune vergogne. Vous savez, j'ai toujours pour habitude de dire, pour ceux qui me connaissent, c'est que la justice et la presse sont les deux piliers majeurs de notre démocratie. Si l'une, la justice, ou l'autre, la presse, défaille, c'est une partie de la démocratie qui s'effondre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la presse, que je soutiens dans d'autres affaires, que je soutiens parce que sans la presse, la justice n'avancerait pas, je le dis clairement,
Mais dans cette affaire particulièrement, j'ai l'impression que la justice est en train de, on va dire, de faillir dans la mesure où la presse, c'est elle qui fait le procès aujourd'hui. C'est la presse qui fait le procès. Le docteur V est jugé en place publique. Alors c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette déclaration en robe au palais de justice, parce que c'est au palais de justice que la justice doit être rendue et non pas dans la presse. Que la presse fasse un devoir d'information, je suis tout à fait d'accord, à condition que cette information respecte le principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'elle attende que le docteur V, que tout le monde a identifié très facilement, ait été l'objet d'une condamnation. Alors aujourd'hui, tous les articles qui ont paru depuis le 10 avril dernier jusqu'à hier, aujourd'hui je n'ai pas regardé Internet s'il y en avait un, mais il ne tardera certainement pas, je constate qu'on recueille des informations de patients, d'anciens patients, et on en tire la conclusion Photochoc à l'appui, Photochoc à l'appui, c'est ce qui est plus grave, que le docteur V est forcément coupable, en tout cas responsable, des infirmités, des amputations qui ont pu avoir lieu. C'est un raccourci que juridiquement nous ne pouvons pas comprendre, en tout cas saisir, et j'en appelle donc à la conscience des journalistes, à la conscience des organes de presse en général, pour qu'ils rétablissent le tir lors des prochaines interviews qu'ils feront. Alors j'ai dit à certains d'entre vous il y a quelque temps, j'en ai bientôt terminé, que le secret médical auquel mon client est tenu et subséquemment auquel je suis tenu, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'information judiciaire, parce qu'il n'y a pas d'information judiciaire, que les choses soient bien entendues, je ne peux pas révéler ce que j'ai dans mon sac. En revanche, le principe de la présomption d'innocence est une limite à la liberté d'expression, et lorsque la liberté d'expression franchit la ligne blanche, on a la possibilité de rétablir la vérité de deux manières. La première manière, c'est des actions en diffamation, et la seconde manière, c'est une action en, comment on appelle ça, une plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors que les choses soient claires, je ne fais pas dire je vais déposer plainte, j'ai déposé plainte déjà pour ce qui concerne la violation du principe d'innocence. J'ai déposé plainte, c'est parti hier, elles ont été délivrées hier, les citations directes pour diffamation. Alors retenez bien la date et l'heure, c'est le 11 juin prochain à 13h30, tribunal correctionnel de Grenoble. Les 4 premières prétendues victimes qui ont affirmé que le docteur V était directement responsable de leur handicap ou de leur infirmité sont convoquées devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour le délit de diffamation. J'ai également mis, bien sûr, dans la procédure, comme la loi m'y oblige, les directeurs de la publication de 20 minutes et du Parisien libéré, qui ont été cités hier par un huissier de justice territorialement compétent à Paris. Et j'ai déposé plainte ce matin même, je n'ai pas pu le faire hier, j'étais pris pour une autre affaire, contre les personnes, on n'avait pas le nom dans le journal Le Parisien, qui ont affirmé que le docteur V était responsable du décès de leur père. J'ai déposé plainte pour diffamation entre les mains contre X, entre les mains, alors je vous expliquerai pourquoi contre X si vous le souhaitez, contre X, entre les mains du doyen des juges d'instruction. La plainte est là, je pourrais vous la montrer, elle a été déposée ce matin même. Ce n'est pas fini, nous avons également déposé plainte pour le délit de dénonciation calomnieuse contre la personne, Madame Montel, pour ne pas la citer, qui a fait son témoignage hier dans le Dauphiné libéré et malheureusement on est obligé contre le journaliste qui a rédigé l'article. Voilà, c'est quelque chose d'important à savoir. Si le docteur V engage ses procédures pénales maintenant à tour de bras, c'est parce qu'à tour de bras on le traîne dans la boue, sans vérifier préalablement si chacune des victimes, prétendues victimes qui interviennent,
dans les journaux ont bénéficié ou pas d'un rapport d'expertise qui consacre ou pas la responsabilité du docteur V. On ne s'est pas davantage renseigné sur le fait de savoir si certaines de ces victimes, et notamment l'une des premières qui s'est présentée et qui a fait le tour des chaînes de télévision nationales, avaient ou non bénéficié d'un jugement consacrant la responsabilité du docteur V. Je peux vous dire que dans ce cas, un jugement a débouté cette personne de toutes ses demandes à l'encontre du docteur V et que devant la cour d'appel, elle n'a repris aucune demande à l'encontre du docteur V et aujourd'hui, elle fait le tour des plateaux, cette personne, pour dire que le docteur V est effectivement responsable de son handicap. Si c'est ça de l'information, je vous dis, on va se retrouver très souvent devant les bancs de l'autorité judiciaire. Je ne crois pas que la presse soit l'ennemi de l'avocat ou l'avocat l'ennemi de la presse. Pour moi, c'est tout le contraire. J'estime que nous travaillons tous ensemble pour que nous atteignions tous la vérité, mais la vérité ne peut pas être atteinte de manière tronquée ou de manière déloyale. Alors, nous avons déposé ces plaintes et nous les poursuivrons autant que faire se pourra, parce qu'il y va de la crédibilité et de la presse et de la justice. Ça, c'est l'avant-dernier point que je voulais soulever. Vous allez me poser la question très certainement, alors je vais vous y répondre tout de suite, mais le docteur V a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, l'une le 15 janvier 2019 et l'autre très récemment à la demande de M. Gillet, qui fait partie également des 4 personnes qui ont été citées hier devant le tribunal correctionnel. Alors, sans détour, je vais vous répondre. La première plainte, alors je n'étais pas l'avocat avant l'intervention de cette sanction, je suis devenu l'avocat après. Mais ça ne change rien, quand on prend des sabots, faut-il percer, il faut avancer avec. J'ai saisi le Conseil d'État contre cette décision, parce que le docteur V estimait depuis le départ que l'enquête de la sécurité sociale de l'Isère qui a conduit à sa suspension du 15 janvier dernier était tronquée. Il n'avait pas suffisamment alors d'éléments. Peut-être que mes prédécesseurs n'ont pas su prendre le dossier comme il fallait, mais ça, ce n'est pas un reproche qu'on leur fait. Le dossier était déjà très difficile à défendre à l'époque. Ils ont obtenu une bonne décision par rapport à la précédente devant le CNOM. Il est évident que dans cette affaire, le Conseil d'État va statuer. Il va statuer et il a il a un contrôle normal, le Conseil d'État. Pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, juristes, ça veut dire énormément, dans la mesure où, effectivement, il va pouvoir reprendre ce dossier complètement. L'enquête a été tronquée. J'ai des éléments qui m'ont permis, dès le mois de février, de saisir le Conseil de l'ordre de l'Isère. Un médecin conseil de la CPAM a été pris en flagrant délit, on va dire, puisqu'il y a des témoignages qui se sont révélés, écrits de confrères, de patients, qui nous ont écrit, et pour nous dire de la manière dont ce médecin conseil a procédé à l'enquête. Il n'était pas tout seul. Pour le moment, j'ai reçu des témoignages contre lui, contre un autre médecin conseil qui va subir le même sort. Mais ce médecin conseil, je l'ai donc fait citer devant le Conseil de l'ordre des médecins. L'audience de conciliation obligatoire a déjà eu lieu et la procédure est maintenant à Lyon. Dans cette affaire, je le dis tout haut, puisque j'ai les éléments dans mon dossier. Cet expert est intervenu auprès ce médecin conseil est intervenu auprès de confrères du docteur V pour le discréditer à un point que vous n'imaginez pas. Le médecin conseil recommandait par exemple aux confrères du docteur V tout simplement de ne plus orienter leurs patients chez le docteur V. Vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup des spécialistes du rachis, en France et en tout cas dans l'Isère, mais de ne pas les orienter vers le docteur Vouaillard, parce que vous le connaissez, et c'est de l'orienter vers d'autres praticiens, notamment à Grenoble, à Lyon, et aussi à l'hôpital de Riage, qui est spécialisé dans le rachis. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas.
et pourtant il l'a fait en tant que médecin conseil de la CPAM. Il est intervenu auprès d'un expert qui était en train de rédiger un rapport. C'est ce que l'on appelle une subornation de témoin. L'expert, bien sûr, a refusé d'établir le rapport dans la mesure où, comme il l'entendait, c'est-à-dire à charge, dans la mesure où il avait son impartialité, mais il a été outré de la manière dont ce médecin conseil est intervenu. On était à l'époque dans le cadre de cette enquête de la CPAM qui a conduit, je le répète, à la suspension provisoire du docteur. Donc aujourd'hui, cette plainte est en cours. Elle n'est à ce jour que disciplinaire. Je dis bien, elle n'est à ce jour que disciplinaire. Vous savez que toutes les plaintes disciplinaires sont ensuite, sur demande du président, transmises au procureur de la République. Donc j'attends que les choses se fassent dans l'ordre. Nous sommes en train de recueillir énormément de témoignages. Alors, je ne parle pas des témoignages d'anciens patients, de patients actuels qui sont outrés de la manière dont cette affaire a été menée sur la place publique et surtout dans la manière dont le principe de la présomption d'innocence a été bafoué et toujours bafoué. Mais on a beaucoup de confrères qui maintenant se révèlent et qui viennent nous expliquer effectivement que d'autres médecins conseils de la CPAM ont agi de la même manière. Voilà. Donc les inquiétudes du docteur V, pour reprendre cette expression, il aurait mieux valu l'appeler X, mais le docteur V, à l'origine, eh bien maintenant se concrétise parce que nous avons de plus en plus de preuves. Donc je suis très optimiste sur la manière dont cette affaire va être réglée dans le Conseil d'État à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, je suis très optimiste aussi sur la manière dont la justice grenobloise va devoir mener cette enquête et au niveau, ça c'est le second volet, mais au niveau de la CPAM et de l'enquête qu'elle a menée. En clair, ça va être l'enquête sur l'enquête. Je voudrais ensuite dire que le docteur V est très abattu par tout ça. C'est un homme qu'on a voulu abattre. C'est un professionnel reconnu que l'on a voulu écarter parce qu'il fait de l'ombre, très certainement. Et ce que je voudrais dire pour terminer, avant de laisser la parole à la personne qui est à mes côtés, que je vous présenterai dans un instant, ce que je voudrais dire, c'est que la justice ne peut pas être rendue dans cette affaire à coup d'affirmations non vérifiées et de photos choc comme cela a été fait encore hier. Hier, ça a été d'une indécence totale, cette photo que j'ai vue dans le Parisien. Ça a été indécent, même moi, elle m'a fait mal cette photo. Elle m'a fait mal en tant qu'avocat, en tant qu'humain, que sous la robe il y a un être humain, et je me demande même comment la famille a pu autoriser l'organe de presse à passer une telle photo. Alors, c'est certainement pour faire pression sur la justice, j'en termine. Si c'est pour faire pression sur la justice, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est d'aller voir le procureur de la République, de déposer plainte et ensuite de suivre la plainte. Alors vous allez me dire, mais vraiment j'en termine, vous allez me dire, mais on est en 2019, pourquoi, et je parle en présence de l'avocat qui est au fond et qui m'écoute, pourquoi on a attendu 2019 pour lancer cette procédure, ce lynchage, on va dire, public. Alors que, si l'on écoute les uns et les autres, on va dire cet enfer que vivent les uns et les autres date de 2007, 2008, 9, 10 et j'en passe, etc. Pourquoi attendre 2019? Soi-disant, je dis bien soi-disant, une plainte aurait été déposée en 2016. La personne qui a déposé la plainte serait, selon mes informations que je tiens de la presse, donc je vous remercie, émanerait d'un certain monsieur Gillet, encore le même, que j'ai poursuivi devant le tribunal correctionnel le 11 juin prochain. Ce monsieur aurait déposé plainte en 2016. Moi, j'ai toujours appris à la faculté que lorsqu'on dépose plainte et qu'au bout de 3 mois et 1 jour, la plainte n'est pas suivie ou n'avance pas, on saisit ce que l'on appelle le doyen des juges d'instruction. Voilà, ça c'est le principe. L'exception, c'est la diffamation.
c'est ce qui m'a permis ce matin de déposer la plainte directement entre les mains du doyen des juges d'instruction. Donc, si véritablement il y a un scandale sanitaire dans l'Isère, si véritablement on est conscient de ce scandale sanitaire, que l'on a déposé plainte en 2016, on n'attend pas 2019 pour faire tout ce ramdam. On saisit le doyen des juges d'instruction et on ne laisse pas le chirurgien, soi-disant dangereux, continuer à opérer des patients. Parce que moi, ça me pose problème. Si on est conscient de ce scandale sanitaire, si on est conscient de la dangerosité du chirurgien et qu'on ne saisit pas le doyen des juges d'instruction alors que la plainte ne suit pas, c'est qu'il y a quand même quelque part un manquement procédural judiciaire. Voilà les quelques explications que j'avais à donner. Je laisse la parole au professeur Merloz, qui a bien connu le docteur V, qui va vous en parler encore mieux que moi, et qui est intervenu vraiment spontanément, qui m'a demandé à intervenir parce que le corps médical, en tout cas, et lui en particulier, parce qu'il a été son maître, sont des gens qui sont vraiment blessés, pour ne pas dire autre chose, par tout ce qui arrive au docteur V. Donc aujourd'hui, le professeur Merloz va prendre la parole. Il ne sera pas utile de lui poser des questions parce qu'il m'a demandé à ce qu'on ne lui pose pas des questions. En ce qui me concerne, je serai là à ses côtés. Alors, on va faire une pause. Est-ce qu'on peut vous avancer comme ça on prend tous On prend un peu de... Voilà. On se dégourdit les jambes, les bras. Oui. Allez, ça va comme ça? Je reprends au point. On les 3 animaux et soutient ton bras. Bon. Bonjour mesdames et messieurs, je suis donc le docteur Merloz, professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique. Ma présence ici relève d'une initiative strictement personnelle. J'ai dirigé le service d'orthopédie traumatologie du CHU de Grenoble de 1994 à 2014 et j'ai été récemment, en 2013, président de l'Académie nationale de chirurgie orthopédique et traumatologique. Il est important de préciser que la formation chirurgicale du docteur V s'est déroulée non seulement au CHU de Grenoble, mais aussi au CHU de Bordeaux, dans le service du professeur Lehuec, spécialiste en chirurgie du rachis, ainsi que dans plusieurs autres institutions, en Suisse notamment, au sein du groupe AO, AO signifiant Association Suisse pour l'étude de l'ostéosynthèse, et toujours dans le domaine du rachis. Dans le service et à Grenoble, le Dr V a occupé un poste d'assistant hospitalo-universitaire de 2001 à 2004. Puis, après avoir été reçu premier au concours national, un poste de praticien hospitalier de 2004 à 2009 sans interruption. Entre 2004 et 2009, le Dr V a assuré la coordination des urgences traumatologiques et de la gestion de l'activité du bloc opératoire des urgences, bloc qui assure la prise en charge de près de 5000 patients par an. Pendant toutes ces années, j'ai pu apprécier les qualités du Dr V dans son rôle de chirurgien au quotidien. Sur ces 8 années de collaboration, il me semble important de dire que si le Dr V n'avait pas montré des qualités professionnelles de très haut niveau, y compris dans les publications scientifiques, mes confrères du CHU de Grenoble, toutes spécialités confondues, les confrères avec lesquels il a travaillé, notamment à Bordeaux et en Suisse, et bien sûr moi-même, aurions été très rapidement alertés. Face à cette affaire, vous comprendrez mon étonnement et mon incompréhension totale. Je vous remercie. Appelez votre prénom. Appelez votre prénom. Le nom M-E-R-L-O-Z. Merci, monsieur. On les conteste, donc je ne peux pas dire qu'on ne les conteste pas, parce qu'on a saisi le Conseil de l'ordre. N'oubliez pas que tout est lié. La décision du CNOM, elle est liée à l'enquête qui a été menée par la CPAM en 2016. Cette enquête, nous disons qu'elle a été tronquée, qu'elle n'a pas été faite de manière loyale. Dans cette mesure, s'il est démontré que l'enquête va y parvenir, ce que je vous dis, j'ai déjà traîné un médecin conseil devant le Conseil de l'ordre, il est démontré qu'effectivement elle a été tronquée à la base,
effectivement, tout va tomber. C'est le médecin conseil de la CPAM à l'origine effectivement de cette Ils enquête. n'étaient pas tout seuls, mais il y en a un qu'on a pris, on va dire, en flagrant délit, entre guillemets, d'être intervenu auprès d'autres confrères et auprès d'experts notamment, et qui a effectivement procédé de manière parfaitement déloyale. Donc si j'ai saisi le Conseil de l'ordre, c'est que j'avais des billes et j'en ai encore qui arrivent tous les jours. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que une enquête tronquée, c'est une enquête déloyale, c'est une enquête qui doit être annulée, c'est tout. Qui vise à discréditer, en fait, le médecin conseil visait à discréditer le docteur V. Visait à discréditer le docteur V, oui. Dans quelle mesure? Ah bah ça, le but, il faudra leur demander. Moi, le but, c'est soit de la jalousie, soit un problème beaucoup plus grave peut-être de corruption active, j'en sais rien. J'attends. Toujours est-il, c'est que pour le moment, c'est de démontrer qu'il y a bien eu des interventions déloyales qui tendaient à, plus qu'à discréditer le chirurgien en question, à obtenir d'experts des rapports à charge. Ça, j'ai le témoignage. Et j'en ai encore un autre qui est arrivé récemment, et je peux vous dire que nous allons poursuivre. Alors, ce médecin est déjà devant le conseil de discipline, mais il y en a d'autres qui vont aussi suivre, si tant est qu'on arrive à les identifier, mais on y parviendra. Vous savez, je ne lâche jamais rien. Il y a beaucoup de victimes quand même qui se manifestent. Mais ce n'est pas au nombre des victimes qu'on compte la culpabilité ou la responsabilité de quelqu'un, et comme ce n'est pas au nombre de témoignages que vous recueillez que vous obtenez la vérité. Donc ces gens mentent selon vous ou se trompent? Je crois que vous ne m'avez pas bien saisi. J'ai dit que j'ai fait citer les personnes qui ont témoigné dans la presse parce que en diffamation, la diffamation c'est lorsque l'on dit quelque chose qui est contraire à la vérité. Si je le dis, si je cite, c'est que je sais qu'elles ont parlé contrairement à la vérité. Elles mentent. Bah, elles mentent, oui. Appelons un chat un chat. Dans le dossier Gilet, il y a eu un blâme prononcé contre votre client. Monsieur Pueyo, j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que vous n'avez pas entendu, que le blâme fait l'objet d'un appel et que l'appel est suspensif. Il y a la présomption d'innocence que j'ai évoquée tout à l'heure, donc je vous demanderai de l'appliquer, d'accord. Et là encore, si j'ai saisi la cour d'appel pour un simple blâme, c'est que effectivement j'ai un moyen pour le contester et je l'ai contesté. Donc j'y crois, je l'ai fait et pour le moment il est présumé innocent sur ce dossier, surtout que la décision est suspensive, monsieur Pueyo. Mais les victimes présumées, on va les appeler comme ça, évoquent des complications chirurgicales, des complications post-opératoires. Il est normal peut-être aussi effectivement que la lumière soit faite. Si vous saisissez la justice parce que vous avez mal après une opération, alors je crois que le palais serait un peu exigu. Mais ça, il faudra que effectivement les praticiens viennent expliquer aux victimes que lorsqu'il y a une opération, surtout de la colonne vertébrale, on peut avoir des douleurs tout de suite après, peut-être même longtemps après, et ça ne veut pas dire pour autant que ces douleurs résultent d'une faute du praticien, parce que c'est peut-être tout simplement la nature, l'âge, etc. Il y a tout un tas de facteurs que je suis incapable de vous expliquer et que le professeur pourrait vous expliquer, mais il ne le fera pas aujourd'hui parce que ce n'est pas son rôle, mais la justice va l'établir. J'ai saisi la justice, je n'ai pas eu peur, j'ai saisi la justice, ce que les parties adverses n'ont pas encore fait, visiblement. Je l'ai fait. Maintenant, si elles disent la vérité, elles auront un délai de 10 jours pour apporter la vérité au tribunal. Voilà. Donc le docteur V assume parfaitement le fait de traîner en justice des victimes présumées. Pour lui, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que M. Pueyo, les victimes assument impunément le fait de le traîner dans la boue sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan... Est-ce qu'elle l'assume? Voilà, je vous renvoie la question. Mais lui? Ah, mais lui, il assume, puisque lui, il est certain que dans les dossiers et dans les interviews qui ont été données publiquement et les gens qui l'ont fait citer, ces gens-là ne disent pas la vérité. Donc, on a fait citer devant le tribunal correctionnel, on a saisi le doyen des juges d'instruction, je me répète, et ce matin encore, il y a une personne qui fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse en gendarmerie. Voilà, c'est fait. Et nous attendrons, c'est tout, on verra. Vous savez, c'est pas parce que il y a... vous savez, c'est l'effet de groupe. Il y en a 4 ou 5 qui viennent déposer plainte alors qu'on sait très bien que ces 4 ou 5-là n'ont absolument pas à dire ce qu'elles disent. Donc elles sont d'ailleurs citées devant le tribunal correctionnel. Et après, il y a l'effet de groupe.
On a fait cette campagne de recrutement la semaine dernière. Beaucoup se disent, peut-être par l'appât du gain, peut-être par je ne sais quelle raison, se disent, peut-être que moi aussi, je suis une victime, je vais venir et je vais peut-être pouvoir toucher de l'argent. Appelons un chat un chat. Si véritablement il y a quelque chose, on dépose plainte et on n'attend pas 2019 pour déposer plainte, alors que, soi-disant, on a été opéré en 2007, en 2008, en 2009 et que ça ne va pas depuis ces dates-là. On n'attend pas, il faut être sérieux. Aujourd'hui, il y a combien de plaintes alors? Il faut demander ça. Non, mais Moi, j'ai déposé plainte. Des plaintes de patients. Je sais pas. Il faut demander ça, il n'y en a aucune. À mon avis, à part M. Gillet, 6 recensés. Et par concrètement, procureur. vous avez déposé, 6 recensés par le procureur depuis 2019. vous avez déposé plainte en diffamation contre 4. Contre les 4 premiers. Et alors, c'est Gillet, Fuselier, Massiave, Bagalino et puis les 2 directeurs de la publication.